Le léger tapotement sur la vitre de mon camion m'a tiré du sommeil le plus profond que j'avais réussi à avoir depuis des semaines. La lumière de l'aube filtrait à travers le pare-brise alors que je clignais des yeux pour chasser la confusion, mon cou hurlant après une autre nuit passée pliée sur le siège conducteur. À travers la vitre, j'ai vu le visage buriné de mon grand-père Samuel, son expression passant de la curiosité au choc lorsque la reconnaissance s'est faite. J'ai baissé la vitre, me préparant à des questions auxquelles je n'étais pas prêt à répondre. « Fils, et la maison que je t'ai donnée? Elle ne t'a pas plu ?» Sa voix portait une préoccupation sincère teintée de perplexité qui a transpercé directement mes défenses soigneusement construites. La belle maison de 2 étages se trouvait à seulement 50 mètres de là, son porche enveloppant et ses volets fraîchement peints se moquant de ma situation actuelle. Je ne pouvais pas croiser son regard, la honte me brûlant la poitrine alors que le poids de ma situation s'abattait une fois de plus sur moi. Je me suis démené pour trouver des mots qui ne briseraient pas le cœur de mon grand-père. Mais avant que je puisse parler, le son de portière de voiture claquant a interrompu notre moment. Ma mère, Patricia, est sortie de sa berline argentée, ses cheveux blonds parfaitement coiffés et ses vêtements de marque créant un contraste saisissant avec mon apparence débraillée. Elle s'est approchée avec cette expression familière de désapprobation que j'avais connue toute ma vie, ses lèvres pincées en une ligne fine qui promettait des vérités inconfortables. « Patricia, Dieu merci tu es là », dit Samuel, le soulagement évident dans sa voix. J'ai trouvé Finn en train de dormir dans son camion. Quelque chose ne va pas avec la situation de la maison. Le rire froid de ma mère m'a glacé le sang. « Oh, Samuel, personne ne t'a dit que nous la lui avions prise pour la donner à sa sœur, Emma ? Elle a une famille et la mérite plus qu'un homme divorcé qui n'arrive pas à mettre de l'ordre dans sa vie. » Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Il y a 6 mois, tout semblait si différent, si plein d'espoir. Mon mariage avec Jennifer s'était effondré après 7 ans, non pas à cause d'infidélité ou de violence, mais parce que nous étions devenus des personnes différentes avec des rêves incompatibles. Elle voulait gravir les échelons de l'entreprise à Chicago, tandis que je trouvais satisfaction dans mon travail de construction ici à Pine Ridge. Le divorce avait été assez amiable, bien que l'avoir emballé nos affaires communes avait déchiré quelque chose de fondamental en moi. Durant ces semaines sombres, où je remettais tout en question sur mon avenir, Samuel m'avait surpris avec un cadeau incroyable. Il m'avait appelé à sa table de cuisine, avait étalé des documents juridiques et avait poussé un acte de propriété sur la surface en bois usé. La maison de vacances qu'il avait construite de ses propres mains il y a 40 ans, l'endroit où j'avais passé d'innombrables étés d'enfance à apprendre la menuiserie et à pêcher dans le ruisseau voisin, était maintenant à moi. Je t'ai observé, Finn, avait-il dit, ses yeux bleus brillants de détermination. Tu as géré ton divorce avec dignité. Tu ne t'es pas battu salement. Tu n'as pas essayé de prendre ce qui n'était pas à toi, même quand ton avocat disait que tu le pouvais. Ça, c'est du caractère, mon fils. C'est le genre d'homme qui mérite une seconde chance au bonheur. J'avais été submergé par sa générosité, promettant de restaurer la maison à sa gloire passée, et peut-être même d'y fonder une famille un jour. La maison d'artisan de 2 chambres, avec sa cheminée en pierre et ses planchers de bois franc, m'avait semblé être le salut, une fondation sur laquelle je pouvais reconstruire ma confiance brisée. Mais Patricia avait d'autres idées dès l'instant où elle a appris l'existence du cadeau. Elle est apparue à mon appartement 3 jours plus tard, les bras croisés et prête pour la bataille. Emma et Marc ont des difficultés, Finn. 3 enfants, des factures qui s'accumulent, et l'entreprise de construction de Marc peine à se maintenir à flot. Tu es célibataire maintenant. Tu peux vivre n'importe où. Ils ont plus besoin de cette maison que toi. Emma était ma sœur cadette de 4 ans, et je l'aimais sincèrement, ainsi que ses enfants. Jessica, Kyle et Danny étaient des enfants vifs et énergiques qui méritaient la stabilité. Lorsque Patricia a suggéré que je les laisse rester temporairement dans la maison le temps qu'ils se remettent sur pied, cela semblait être la bonne chose à faire. J'ai déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, payant un loyer, tandis que ma maison sans hypothèque restait vide de mes affaires. Juste jusqu'au printemps, avait promis Emma quand je lui ai remis les clés. Marc a de gros contrats en vue et nous trouverons notre propre logement bientôt. Le printemps est devenu l'été. L'été est devenu l'automne. Et chaque conversation sur mon retour à la maison était accueillie par des larmes concernant le district scolaire des enfants, les problèmes d'affaires de Marc, ou les factures médicales pour les traitements de l'asthme de Danny. Patricia orchestrait chaque tentative de culpabilisation avec une précision chirurgicale, me dépeignant comme égoïste de vouloir récupérer ma propre maison. Pendant que la famille de ma sœur luttait, mes économies diminuaient au fil des mois.
Le loyer de l'appartement, combiné à l'aide que j'apportais à Emma pour les charges et les courses, me laissait à peine de quoi subvenir à mes besoins de base. Quand mon bail s'est terminé le mois dernier, j'avais prévu de simplement retourner vivre dans la maison, mais la réaction de Patricia avait été explosive. Comment oses-tu jeter une famille avec 3 enfants à la rue? Ton père aurait honte de l'homme que tu es devenu, ne pensant qu'à toi-même alors que ta sœur a besoin d'aide. La mention de mon père décédé, son arme favorite dans toute dispute, m'avait arrêté net. J'ai fini par séjourner dans une série de motels bon marché jusqu'à ce que mon argent s'épuise complètement il y a 2 semaines. Depuis lors, ma camionnette me servait de chambre, de placard et de sanctuaire. Maintenant, debout dans l'allée de mon grand-père avec le soleil du matin soulignant l'épuisement sur mon visage, toute l'étendue de la trahison devenait claire. Ce n'était pas une aide temporaire. C'était un transfert de propriété calculé, orchestré par ma mère et rendu possible par la situation désespérée de ma sœur. Vous avez donné ma maison. La voix de Samuel montait à chaque mot, son visage devenant rouge d'une colère que je n'avais jamais vue auparavant. Patricia, qu'as-tu fait? J'ai fait ce qui devait être fait, répondit-elle doucement, redressant les épaules avec une fierté provocante. Finn n'a pas d'enfant, pas de responsabilité à part lui-même. Emma a 3 bébés qui ont besoin d'un foyer. Ce sont de simples mathématiques, Samuel. Le plus grand bien l'emporte toujours. La cruauté désinvolte de son ton, la façon dont elle a rejeté ma vie comme étant superflue, a finalement brisé quelque chose en moi qui pliait sous la pression depuis des mois. J'ai senti des larmes menacées, non pas de tristesse, mais de rage face à la manipulation, à la façon dont ma confiance avait été utilisée comme une arme contre moi. Les mains de Samuel tremblaient alors qu'il assimilait ce que Patricia avait révélé. La maison qu'il avait amoureusement construite dans sa jeunesse. Le cadeau qu'il avait soigneusement planifié pour aider son petit-fils à repartir à zéro avait été volé par le chantage émotionnel et la politique familiale. Son héritage avait été perverti en un outil de manipulation. Cette maison était destinée à Finn, murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Je l'ai choisi spécifiquement pour la façon dont il a géré son divorce, comment il a placé l'équité au-dessus de la vengeance, et vous avez transformé mon cadeau en une sorte de programme d'aide sociale familiale. Le masque de vertu de Patricia glissa légèrement, révélant quelque chose de plus laid en dessous. Tes sottises sentimentales ne changent pas la réalité, Samuel. Finn ne mérite pas de belles choses quand il ne peut même pas maintenir un mariage. L'attaque contre mon caractère était comme de l'acide sur une plaie ouverte. Mais voir le visage de mon grand-père se décomposer de déception envers sa propre fille faisait bien plus mal que n'importe quelle insulte que Patricia pouvait proférer. La transformation de Samuel, de grand-père blessé à patriarche protecteur, se fit en quelques secondes. Ses mains burinées, encore fortes malgré ses 78 ans, ont sorti son téléphone portable de sa poche avec une détermination que j'avais rarement vue. Benjamin Walsh, s'il vous plaît. Ici Samuel Crawford, et j'ai besoin de vous immédiatement. Sa voix portait une autorité qui fit reculer involontairement Patricia. Je me fiche que ce soit samedi matin. C'est une urgence. Le haut-parleur crépita et la voix familière de son avocat de longue date emplit l'air matinal. Samuel, que se passe-t-il? Vous avez l'air contrarié. Ben, quelqu'un a volé la propriété de Pine Ridge que j'ai cédée à mon petit-fils. J'ai besoin de savoir exactement quels documents légaux étaient requis pour ce transfert, car je regarde un membre de ma famille qui prétend l'avoir prise à Finn pour la donner à sa sœur. Le silence, à l'autre bout du fil, s'étira inconfortablement avant que Benjamin ne réponde. Samuel, c'est impossible. Le transfert de l'acte que nous avons préparé il y a 6 mois requiert votre signature pour toute modification de propriété. Vous êtes le cédant et vous seul pouvez autoriser des modifications à ce titre de propriété. Le visage de Patricia pâlit, mais elle se reprit rapidement. Il doit y avoir une erreur. Emma et Marc m'ont montré tous les papiers nécessaires quand ils ont repris les paiements de la maison. Quel paiement de maison? La voix de Benjamin devint plus acérée, avec une précision juridique. Samuel a transféré cette propriété libre de toute charge. Il n'y a pas de paiement, pas d'hypothèque, rien. Et Madame Crawford, si quelqu'un a perçu de l'argent ou signé des documents en prétendant représenter les intérêts de Samuel, c'est de la fraude. Les yeux bleus de mon grand-père flamboyèrent alors qu'il se concentrait sur Patricia. Appelle Emma et Marc tout de suite. Fais-les venir ici. Ben, reste en ligne. Les mains de Patricia tremblaient alors qu'elle composait le numéro d'Emma, sa confiance s'évaporant à chaque seconde qui passait.
Quand ma sœur a répondu, sa voix est parvenue clairement par le haut-parleur. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bizarre. Emma, ma chérie, j'ai besoin que toi et Marc veniez immédiatement chez Samuel. Apportez tous les papiers que vous avez sur la propriété de Pine Ridge. Quels papiers, maman? Tu as dit que tout était géré par ton ami avocat. Nous n'avons jamais rien signé d'officiel parce que tu nous as dit que c'était juste un arrangement familial. La vérité éclata comme un éclair dans le silence qui suivit. Patricia avait orchestré toute la tromperie sans impliquer Emma et Marc dans la fraude réelle, utilisant leur désespoir et leur confiance pour les faire emménager dans une maison qu'ils n'avaient aucun droit légal d'occuper. Madame Crawford, la voix de Benjamin coupa la tension. Je vais devoir vous parler en privé de votre responsabilité pénale potentielle. Samuel, j'appelle le bureau du shérif pour signaler une possible falsification de documents et une fraude immobilière. Non, le sang-froid de Patricia se brisa finalement complètement. C'est une affaire de famille. Vous ne pouvez pas impliquer la police dans une affaire de famille. Le rire de Samuel était amer et froid. Tu en as fait une affaire criminelle quand tu as falsifié des documents, Patricia. Ben, passe ces appels. En quelques minutes, le monospace d'Emma arriva dans l'allée, suivi par le camion de travail de Marc. Ma sœur en sortit, l'air confuse et inquiète, ses cheveux auburn tirés en une queue de cheval désordonnée et l'épuisement visible dans ses yeux verts. Marc semblait encore plus angoissé, son assurance habituelle remplacée par une énergie nerveuse qui le faisait jouer avec ses clés. Que se passe-t-il? Demanda immédiatement Emma, remarquant mon apparence débraillée et la tension qui émanait de notre mère. Finn, pourquoi as-tu l'air d'avoir dormi dans ton camion? Parce que c'est le cas, dit Samuel d'un ton grave. Emma, ta mère t'a dit que tu avais le droit légal sur la maison que j'ai donnée à Finn. Que t'a-t-elle montré exactement pour le prouver? La confusion d'Emma s'intensifia alors qu'elle regardait tour à tour Samuel et Patricia. Elle a dit que tu avais changé d'avis sur le fait de la donner à Finn après son divorce, que tu voulais qu'elle aille à quelqu'un qui l'apprécierait vraiment. Elle nous a montré des papiers qui semblaient officiels. Quels papiers, Emma? La voix de Benjamin parvint par le haut-parleur du téléphone. Pouvez-vous les décrire? Marc s'avança, le visage cendré. Monsieur Walsh, je travaille pour la Meridian Title Company. Patricia nous a apporté des documents qui semblaient légitimes. Il montrait la signature de Samuel transférant la propriété à Emma. Elle a dit que c'était un cadeau familial qui devait être traité discrètement pour éviter des complications fiscales. L'aveu flotta dans l'air comme un nuage toxique. Marc avait utilisé sa position professionnelle et son accès aux ressources de la société de titres pour traiter des documents frauduleux, participant sans le savoir à un vol de propriété parce qu'il faisait confiance à sa belle-mère. Marc, la voix de Benjamin était douce mais ferme. Vous allez avoir besoin de votre propre avocat. Utiliser les ressources de l'entreprise pour traiter des documents frauduleux est un crime, même si vous ne saviez pas qu'ils étaient falsifiés. Emma halta, sa main se portant à sa bouche alors que toute l'ampleur de la situation devenait claire. Maman, qu'as-tu fait? Tu nous avais dit que c'était légal. La colère défensive de Patricia atteignit son paroxysme alors qu'elle réalisait que sa tromperie soigneusement construite s'effondrait. J'ai fait ce qui devait être fait pour cette famille. Finn a tout eu sur un plateau toute sa vie. Et quand il a finalement fait face à une certaine adversité, il s'est effondré. Emma méritait une chance au bonheur, et ses enfants avaient besoin de stabilité. En mentant et en volant, la voix de Samuel tremblait de rage. En détruisant la confiance entre frères et sœurs et en mettant la carrière de Marc en péril, en faisant de bonnes personnes des criminels. Le son des sirènes approchant commença à percer le calme matinal, devenant de plus en plus fort alors que le visage de Patricia passait par le déni, la colère, et finalement une étrange sorte de fierté provocante. Je ne regrette rien, déclara-t-elle, levant le menton en signe de défi. Cette famille avait besoin de quelqu'un d'assez fort pour prendre des décisions difficiles, et j'étais la seule disposée à le faire. Les larmes d'Emma commencèrent à couler alors qu'elle comprenait à quel point elle avait été manipulée. Maman, nous ne t'avons jamais demandé de voler Finn. Nous avions juste besoin d'aide. Pas de ça. Jessica, Kyle et Danny sortirent du monospace, attirés par les voix des adultes et la tension qu'ils ne pouvaient pas comprendre, mais qu'ils craignaient instinctivement. Jessica, 9 ans, s'approcha prudemment, ses yeux sombres se déplaçant entre les adultes avec la conscience accrue que les enfants développent lorsque leur monde devient instable. Papy, grand-mère Patricia, dit-elle d'une petite voix, pourquoi tout le monde crie? Et pourquoi oncle Finn a l'air si triste?
La question innocente transperça les complexités juridiques et les manipulations d'adultes, réduisant la situation à son noyau émotionnel. Un enfant avait remarqué la douleur de son oncle, tandis que les adultes autour d'elle étaient trop pris dans leurs combines et justifications pour voir sa souffrance. Patricia s'agenouilla à côté de Jessica, sa voix s'adoucissant avec une affection sincère pour sa petite fille. Parfois, les adultes doivent faire des choix difficiles pour protéger les gens qu'ils aiment. Ma chérie, oncle finira bien. Mais le regard perspicace de Jessica resta fixé sur mon visage, observant l'épuisement et la peine que je ne pouvais cacher. Il n'a pas l'air d'aller bien, grand-mère. On dirait qu'il a pleuré. La voiture de patrouille du shérif entra dans l'allée juste au moment où la voix de Benjamin Walsh revenait au haut-parleur. Samuel, j'ai parlé avec le bureau du procureur. Compte tenu de la valeur de la propriété et de l'utilisation de documents frauduleux, nous envisageons plusieurs chefs d'accusation pour crime. Madame Crawford doit comprendre les graves conséquences juridiques de ces actes. Patricia se leva lentement, son visage passant par diverses émotions alors que la réalité de sa situation pénétrait enfin sa façade provocante. Le policier s'approcha de notre groupe avec une prudence professionnelle, sa main reposant près de sa radio alors qu'il évaluait le drame familial qui se déroulait devant lui. Bonjour tout le monde. Je suis l'officier Ryan Torres. Nous avons reçu un rapport de possible fraude immobilière. Qui a appelé? Samuel s'avança, ses instincts protecteurs de grand-père l'emportant sur tout le reste. C'est moi, officier. Ma fille a été impliquée dans la falsification de documents pour voler une maison que j'ai donnée à mon petit-fils. Les victimes sont juste ici, toutes. Alors que l'officier Torres commençait à prendre des dépositions et que Patricia réalisait tout le poids des conséquences juridiques qui pesaient sur elle, je sentis quelque chose changer dans ma poitrine. Pendant des mois, j'avais porté la culpabilité de vouloir récupérer ma propre propriété, de ne pas être assez généreux pour tout sacrifier pour la famille de ma sœur. Mais en voyant l'inquiétude innocente de Jessica pour mon bien-être, le choc sincère d'Emma en apprenant la vérité, en comprenant que Mark avait été trompé tout aussi complètement que moi, j'ai réalisé que chercher la justice n'était pas égoïste. C'était nécessaire. L'officier Torres se montra minutieux et compatissant en prenant les dépositions de chaque membre de la famille. Son visage buriné et son attitude patiente suggéraient des années d'expérience avec des situations domestiques qui avaient dégénéré. Alors qu'il interrogeait Patricia, son histoire commença à s'effilocher en temps réel. Madame Crawford, vous me dites que vous avez fait certifier la signature de votre fille sans sa présence, et que vous avez utilisé l'accès de votre gendre aux ressources de la société de titres sans qu'il soit au courant de la falsification? Les réponses de Patricia, inspirées des séries policières télévisées, s'effritèrent sous l'interrogatoire professionnel. Je protégeais les intérêts de ma famille. Phil n'avait pas autant besoin de cette maison que les enfants d'Emma. Madame, ce n'est pas comme ça que fonctionne le droit de la propriété, répondit patiemment Torres. Vous ne pouvez pas redistribuer les biens de quelqu'un d'autre en fonction de votre jugement personnel sur qui mérite quoi. Pendant que les adultes traitaient des complexités juridiques, j'ai remarqué que Jessica observait tout avec la concentration intense que les enfants apportent aux crises des adultes. Elle s'était positionnée assez près pour entendre, mais assez loin pour éviter une implication directe. Et quelque chose dans son expression suggérait qu'elle en savait plus que quiconque ne le réalisait. Oncle Finn, dit-elle en s'approchant doucement de moi pendant que ses parents parlaient à l'officier Torres. J'ai beaucoup entendu grand-mère Patricia au téléphone. Elle parlait toujours d'argent et de maison et de s'assurer que tu ne découvres jamais quelque chose. Mon cœur s'arrêta. Quel genre de choses as-tu entendu, ma chérie? Jessica jeta un regard nerveux autour d'elle, s'assurant que les adultes étaient occupés. Elle a dit à quelqu'un au téléphone que la maison valait beaucoup d'argent et que s'il la vendait, il pourrait se partager l'argent et tu ne le saurais jamais. Elle a dit que tu étais trop stupide pour le découvrir parce que tu étais trop triste à cause de ton divorce. La révélation me frappa comme un coup physique. Il ne s'agissait pas seulement de fournir un logement à la famille d'Emma. Patricia avait prévu de vendre le cadeau de mon grand-père et de profiter du vol, en utilisant la situation désespérée d'Emma comme couverture pour un crime financier calculé. Jessica, es-tu sûre de ce que tu as entendu? J'ai gardé ma voix douce, ne voulant pas l'effrayer ou la faire se sentir responsable des problèmes des adultes. Oui. Elle a passé beaucoup d'appels quand elle pensait que personne n'écoutait. Elle a aussi dit des choses méchantes sur toi et tante Jennifer, sur le fait que vous méritiez de tout perdre parce que tu ne pouvais pas garder une femme heureuse. Emma avait entendu assez de notre conversation pour nous rejoindre, son visage pâle d'une horreur croissante. Jessica, bébé,
peux-tu dire à maman exactement ce que grand-mère Patricia a dit sur oncle Finn? Jessica regarda entre nous, incertaine, sentant clairement le poids de ses mots. Elle a dit qu'oncle Finn était faible et stupide et que les gens forts comme elle devaient prendre des décisions pour les gens faibles comme lui. Elle a dit que toi et papa étiez faibles aussi. Mais que ce n'était pas grave parce qu'elle s'occupait de tout. Les larmes d'Emma se mirent à couler librement alors qu'elle comprenait la profondeur de la manipulation que sa mère avait employée. Nous n'étions pas seulement victimes d'un vol de propriété. Nous étions victimes d'une campagne systématique d'abus psychologiques conçue pour nous faire douter de notre propre jugement et de notre valeur. L'officier Torres avait pris des notes tout au long de la déposition de Patricia, et lorsque Benjamin Walsh arriva en personne 20 minutes plus tard, la machine judiciaire se mit en marche avec une efficacité effrayante. Benjamin était un homme grand, aux cheveux argentés, dans la soixantaine, qui gérait les affaires juridiques de Samuel depuis 3 décennies. Sa présence ajoutait de la gravité à une situation que Patricia avait tenté de minimiser comme un désaccord familial. « Officier Torres, j'ai examiné le dossier de cette propriété, » dit Benjamin, étalant des documents sur le capot de sa voiture. Le transfert de l'acte que Samuel a exécuté était clair et sans ambiguïté. Tout changement de propriétaire nécessiterait sa signature, attestée et certifiée. Ce que nous avons ici semble être un montage frauduleux complexe impliquant des documents falsifiés et une conspiration. Marc s'assit lourdement sur les marches du Porsche de Samuel, la tête entre les mains, alors que les implications de sa participation involontaire devenaient claires. « Monsieur Walsh, je jure que je ne savais pas que les documents étaient faux. » Patricia a dit que Samuel avait changé d'avis sur le cadeau et voulait que tout soit géré discrètement. Elle semblait si confiante, si sûre des détails juridiques. « Marc, l'assurance de votre entreprise couvrira probablement les frais de représentation légale pour vous, » répondit gentiment Benjamin. « Il semble que ce soit un cas où vous avez été trompé plutôt que complice, mais vous devrez coopérer pleinement avec l'enquête. » Alors que Benjamin et l'officier Torres discutaient des aspects techniques de la fraude immobilière, Emma s'approcha de Samuel, des larmes coulant sur son visage. « Grand-père, je suis tellement désolé. Nous n'avons jamais voulu que cela se produise. Si j'avais su que maman mentait et volait, je n'aurais jamais emménagé dans cette maison. » La colère de Samuel envers Patricia ne s'étendait pas à Emma, et son étreinte de sa petite fille était féroce d'un amour protecteur. « Emma, ma chérie, tu es aussi une victime ici. Ta mère a utilisé ton désespoir et ton amour pour tes enfants contre toi. Ce n'est pas ta faute. » Le son de véhicules supplémentaires arrivant attira notre attention alors que la nouvelle des événements du matin se répandait dans la communauté soudée de Pine Ridge. La voisine de Samuel, Hélène Morrison, apparut avec un plat en casserole et des questions inquiètes. Le pasteur méthodiste local, le révérend David Kim, arriva après qu'Hélène l'ait appelé, inquiète de la détresse de Samuel. « Samuel, que pouvons-nous faire pour aider ?» demanda le révérend Kim, prenant note de la voiture de police et des tensions familiales avec une préoccupation pastorale. « Priez pour la sagesse et la guérison, David, » répondit Samuel avec lassitude. « Et peut-être prier pour que Patricia reprenne ses esprits avant que cela ne détruise ce qui reste de notre famille. » Mais Patricia ne montrait aucun signe de repentir alors que l'officier Torres poursuivait son enquête. Lorsqu'il découvrit des documents falsifiés supplémentaires dans son sac à main, y compris une procuration falsifiée revendiquant l'autorité sur les affaires de Samuel, sa situation s'aggrava de manière exponentielle. « Madame Crawford, je vous place en état d'arrestation pour fraude, falsification et conspiration, » annonça Torres, sortant des menottes avec une efficacité exercée. « Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. » Alors que Patricia était conduite à la voiture de patrouille, elle se retourna vers notre famille assemblée, les yeux flamboyants d'une fureur impénitente. « Tu le regretteras, Samuel. Tu regretteras de l'avoir choisi lui plutôt que ta propre fille. » La réponse de Samuel fut calme mais dévastatrice. « Je ne choisis pas Finn plutôt que toi, Patricia. Je choisis l'honnêteté plutôt que la manipulation, la justice plutôt que le vol. Tu as choisi ta voie quand tu as décidé de voler ton propre fils. » La voiture de patrouille disparut dans la rue, emmenant Patricia vers un processus d'enregistrement qui commencerait officiellement son parcours dans le système de justice pénale. Emma s'effondra dans les bras de Marc, submergée par la destruction que sa mère avait causée dans leur vie. « Que allons-nous faire ?» murmura-t-elle. « Où allons-nous vivre ? Comment expliquer cela aux enfants ?» Jessica, Kyle et Danny avaient observé le drame des adultes avec l'intensité silencieuse que les enfants apportent aux crises familiales.
Kyle, âgé de 7 ans, prit enfin la parole avec la franchise que seuls les enfants possèdent. Sommes-nous en difficulté parce que grand-mère Patricia a fait quelque chose de mal? La question resta en suspens alors qu'Emma luttait pour trouver des explications adaptées à leur âge pour la criminalité des adultes et la trahison familiale. Comment dire à des enfants que leur grand-mère bien-aimée est en fait une voleuse manipulatrice qui a utilisé leur désespoir comme couverture pour ses combines? Samuel s'agenouilla à côté de ses arrière-petits-enfants, sa voix douce mais honnête. Votre grand-mère a fait de très mauvais choix qui ont blessé des gens qu'elle est censée aimer. Ce n'est pas de votre faute, et cela ne change pas combien votre famille vous aime. Mais et notre maison? Demanda Danny, son inquiétude de 5 ans se concentrant sur la réalité pratique de leur situation de vie. La question que tout le monde évitait fit enfin surface. Emma et Mark vivaient dans ma maison depuis des mois, croyant qu'ils avaient le droit légal d'y être. Leurs enfants avaient été inscrits dans le district scolaire local, s'étaient fait des amis dans le quartier, avaient commencé à considérer cet endroit comme leur foyer. Même s'ils étaient victimes de la tromperie de Patricia, leur crise de logement immédiate restait réelle et urgente. J'ai regardé le visage taché de larmes de ma sœur, la honte et la confusion de mon beau-frère, et 3 enfants innocents qui étaient sur le point de perdre la stabilité qu'ils pensaient avoir trouvée. La colère que je ressentais envers Patricia pour sa manipulation était égalée par la compassion pour la famille d'Emma, qui avait été des pions dans un jeu qu'ils n'avaient jamais compris qu'ils jouaient. Emma, dis-je lentement. Toi et les enfants pouvez rester à la maison pendant que nous réglons tout ça. Ce gâchis n'est pas de votre faute, et ces enfants ne devraient pas souffrir à cause des crimes de Patricia. Le sourire fier de Samuel me dit que j'avais fait le bon choix. Mais les nouvelles larmes d'Emma suggéraient la complexité d'accepter l'aide de quelqu'un qu'elle avait involontairement lésé. Finn, je ne peux pas accepter ta charité après ce qui s'est passé. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas de la charité, répondis-je fermement. C'est la famille qui prend soin de la famille, de la bonne manière, avec honnêteté et consentement, au lieu de mensonges et de vols. Alors que les arrangements de logement d'urgence étaient discutés et les procédures légales planifiées, Jessica s'approcha de moi une dernière fois avant que sa famille ne se prépare à partir. Sa petite main se glissa dans la mienne alors qu'elle levait les yeux avec l'expression sérieuse que les enfants portent lorsqu'ils livrent des vérités importantes. Oncle Finn, je suis contente que tu ne sois pas faible comme grand-mère Patricia l'a dit. Les gens forts s'entraident au lieu de se faire du mal. La sagesse de sa simple observation fournissait une base d'espoir au milieu des décombres de la confiance familiale que Patricia avait démolie. Peut-être que la guérison était possible, mais seulement si nous la construisions sur la vérité plutôt que sur la manipulation. La justice plutôt que le vol, l'amour plutôt que le contrôle. La bataille juridique ne faisait que commencer. Mais pour la première fois depuis des mois, je sentais que je me battais pour quelque chose qui en valait la peine, plutôt que de simplement survivre au jour le jour. 3 semaines après l'arrestation de Patricia, les répercussions de ces crimes continuaient de s'étendre à travers notre famille et notre communauté. Elle était en prison de comté, refusant obstinément l'accord de plaidoyer qui réduirait ses charges en échange d'une restitution complète et d'une coopération. Son avocate commise d'office, une jeune femme lasse nommée Sarah Chen, avait rendu visite à Samuel à 2 reprises, essayant de le convaincre d'encourager Patricia à accepter sa responsabilité. Monsieur Crawford, votre fille risque 20 à 25 ans si cela va au procès et qu'elle est reconnue coupable de tous les chefs d'accusation, avait expliqué Sarah lors de sa 2e visite. Le procureur a des preuves de fraude systématique remontant à plusieurs années, pas seulement l'affaire de la maison. La révélation que le comportement criminel de Patricia s'étendait au-delà de ma maison volée avait profondément secoué Samuel. L'enquête de Benjamin Walsh avait découvert des documents falsifiés liés au compte d'investissement de Samuel, des déclarations d'assurance falsifiées, et même une usurpation d'identité impliquant des parents décédés. Patricia menait des combines financières sophistiquées depuis des années, utilisant la confiance familiale et sa connaissance des informations personnelles pour commettre des crimes que nul d'entre nous n'avait soupçonnés. Pendant ce temps, le monde d'Emma s'était effondré de manière bien plus profonde que l'insécurité du logement. La suspension de Mark de la Meridian Title Company était devenue un licenciement définitif lorsque l'enquête a révélé l'ampleur des documents frauduleux traités via ses codes d'accès. Même s'il avait été trompé, l'entreprise ne pouvait pas risquer la responsabilité d'un employé dont la sécurité avait été compromise. Je travaille dans l'assurance titre depuis 15 ans, m'a dit Mark alors que nous étions assis sur le porche de Samuel, regardant ses enfants jouer dans le jardin. Dossier impeccable, bonne référence, respecté dans le secteur. Maintenant, je ne peux être embauché nulle part parce que Patricia a fait de moi un complice involontaire de fraude.
La pression financière sur la famille d'Emma était devenue écrasante. Sans le revenu de Marquet avec les frais juridiques qui s'accumulaient, il faisait face à la faillite en plus du sans-abrisme. Emma avait pris un travail à temps partiel à l'épicerie locale, mais son salaire couvrait à peine l'essence et les courses, encore moins le loyer ou les charges. Samuel et moi discutions de solutions à long terme lorsque mon téléphone a sonné avec un numéro que je n'avais pas vu depuis 8 mois. Le nom de Jennifer sur l'écran d'appel fit bondir mon cœur d'une manière que je pensais avoir dépassée. Finn, j'ai vu l'article sur la situation de ta famille. Je suis vraiment désolé de ce qui t'est arrivé. Sa voix portait la chaleur familière qui m'avait initialement attiré vers elle, mais aussi une nouvelle qualité d'incertitude qui suggérait qu'elle avait des raisons d'appeler au-delà de la simple sympathie. Nous avons parlé pendant 45 minutes, une conversation qui a commencé par une inquiétude pour mon bien-être et a progressivement évolué vers des révélations qui ont changé tout ce que je pensais comprendre de notre divorce. Patricia m'a contacté 3 mois avant que je ne demande le divorce, admit Jennifer, sa voix lourde de culpabilité et de regret. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour toi, que tu buvais beaucoup et que tu montrais des signes de problèmes de gestion de la colère. Elle m'a montré des photographies qui te montraient comme si tu étais évanoui d'ivresse, des dossiers médicaux qui suggéraient que tu avais cherché un traitement pour la dépression. Même un rapport de police sur une dispute domestique chez nous. La révélation fut comme de l'eau glacée. Jennifer, je n'ai jamais eu de problème d'alcool. Je n'ai jamais été arrêté pour violence domestique. Ces documents étaient faux. Je le sais maintenant, murmura-t-elle. Après avoir vu les nouvelles de son arrestation pour falsification, j'ai tout apporté à un détective privé. Les photographies étaient manipulées numériquement. Les dossiers médicaux étaient complètement fabriqués. Le rapport de police a été créé en utilisant du papier à en-tête d'une autre juridiction. L'ampleur de la manipulation de Patricia était stupéfiante. Elle n'avait pas simplement volé ma maison. Elle avait systématiquement détruit mon mariage en utilisant une tromperie sophistiquée conçue pour m'isoler de la personne qui m'aimait le plus. Mon divorce, que j'avais imputé à des objectifs de vie incompatibles et à des échecs de communication, était en fait le résultat d'un sabotage calculé par ma propre mère. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ces préoccupations ? Ai-je demandé, luttant pour digérer la trahison. Elle m'a fait promettre de ne pas te confronter directement. Elle a dit que l'addiction et les problèmes de santé mentale te rendaient dangereux lorsqu'on te défiait, qu'elle me protégeait en gérant la situation discrètement. Elle semblait si bien informée sur les stratégies d'intervention familiale, si soucieuse de t'obtenir de l'aide. Les larmes de Jennifer étaient audibles au téléphone alors qu'elle continuait. Elle m'a convaincu que te quitter était le seul moyen de te forcer à faire face à tes problèmes et à chercher un traitement. Elle a dit que cautionner ton comportement en restant nuirait en fait à tes chances de guérison. La manipulation psychologique que Patricia avait employée était d'une sophistication à couper le souffle. Elle avait utilisé l'amour de Jennifer pour moi comme une arme contre notre mariage, la convainquant que le divorce était en fait un acte de bienveillance plutôt qu'un abandon. Elle avait détruit ma relation en utilisant la compassion et l'inquiétude de ma femme pour mon bien-être. Finn, je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je suis parti parce que je pensais que rester te ferait plus de mal que de partir. Patricia m'a convaincu que l'amour vache était le seul moyen de te sauver la vie. La conversation me laissa émotionnellement épuisé, mais aussi étrangement plein d'espoir. Pendant des mois, j'avais porté la culpabilité d'avoir échoué en tant que mari, me demandant ce que j'aurais pu faire différemment pour sauver notre mariage. Apprendre qu'une manipulation externe avait empoisonné notre relation ne guérissait pas immédiatement les dommages, mais cela fournissait un contexte qui rendait le pardon possible pour nous deux. Lorsque Jennifer a proposé de témoigner contre Patricia et d'aider avec les enfants d'Emma pendant la crise en cours, j'ai senti quelque chose changer dans ma compréhension de ce que la famille signifiait réellement. Le vrai soutien familial venait de l'honnêteté et du choix, non de la manipulation et de la coercition. Je veux aider de toutes les manières possibles, a poursuivi Jennifer. Et Finn, je veux explorer si nous pourrions avoir une chance de reconstruire ce que Patricia a détruit, si tu es ouvert à cette possibilité. L'offre flottait entre nous comme un pont fragile au-dessus d'un abîme de blessures et de méfiance. Trop de choses s'étaient passées pour une simple réconciliation. Mais peut-être que la guérison était possible si nous la construisions sur la vérité plutôt que sur les mensonges qui nous avaient déchirés. 2 jours plus tard, Jennifer est arrivée chez Samuel avec des biscuits faits maison pour les enfants d'Emma et un épais dossier de preuves documentant la manipulation de notre mariage par Patricia. Sa présence semblait à la fois familière et étrange, comme revisiter un lieu favori après une longue absence pour le trouver changé, mais toujours reconnaissable.
La réaction d'Emma en rencontrant Jennifer était compliquée par la culpabilité d'avoir involontairement profité de la destruction que Patricia avait causée. « Je suis tellement désolée », dit-elle immédiatement à Jennifer. « Je n'avais aucune idée que maman sabotait votre mariage. Si j'avais su, je n'aurais jamais emménagé dans cette maison. » « Emma, tu étais aussi une victime », répondit doucement Jennifer. « Patricia nous a tous utilisés les uns contre les autres. L'important maintenant est de guérir les dommages et de s'assurer qu'elle ne peut plus blesser personne d'autre. » Jessica, Kyle et Danny se sont rapidement attachés à Jennifer, attirés par son intérêt sincère pour leurs dessins et leurs activités scolaires. En observant son interaction naturelle avec les enfants, je me suis souvenu pourquoi j'avais un jour imaginé fonder une famille avec elle. Les mensonges de Patricia avaient convaincu Jennifer que j'étais un partenaire instable et dangereux. Mais voir son rapport à l'aise avec mon neveu et mes nièces suggérait qu'elle n'avait pas entièrement perdu foi en mon caractère. L'alliance croissante entre Jennifer, Emma, Samuel et moi-même a créé quelque chose que Patricia n'avait pas anticipé lorsqu'elle a orchestré ses combines. Au lieu de nous diviser de manière permanente, ces crimes avaient révélé la vérité et permis à une véritable guérison de commencer. Nous construisions des relations basées sur l'honnêteté, le soutien mutuel et l'engagement choisi plutôt que sur l'obligation et la manipulation. Benjamin Walsh a appelé cet après-midi-là avec des mises à jour sur l'affaire pénale et une nouvelle surprenante. Finn, le bureau du procureur enquête sur les activités financières de Patricia depuis plusieurs mois, indépendamment de votre affaire immobilière. Il semble que votre situation leur ait donné les dernières preuves dont ils avaient besoin pour des accusations qu'ils étaient en train de monter. L'enquête avait révélé que Patricia volait des clients âgés au bureau d'assurance où elle travaillait à temps partiel, utilisant son accès aux informations personnelles pour l'usurpation d'identité et la fraude à l'assurance. Ma maison volée n'était en fait que la plus petite partie d'une entreprise criminelle qui avait victimisé des dizaines de familles sur plusieurs années. La bonne nouvelle, a poursuivi Benjamin, c'est que la restitution de ces autres crimes couvrira probablement les frais juridiques de Mark et fournira une certaine compensation pour les dommages causés à sa carrière. La mauvaise nouvelle, c'est que sa responsabilité totale s'élève à plus de 400 000 $, ce qui signifie qu'elle ne verra probablement plus jamais l'extérieur d'une cellule de prison. Le caractère définitif de la situation de Patricia s'est abattu sur notre famille comme une lourde couverture. Elle avait choisi la criminalité plutôt que l'honnêteté, la manipulation plutôt que l'amour, la cupidité plutôt que la loyauté familiale. Les conséquences s'étendraient bien au-delà de sa propre vie, affectant ses enfants, ses petits-enfants et chaque relation qu'elle avait empoisonnée avec sa tromperie. Ce soir-là, alors que Jennifer aidait Emma à préparer le dîner pendant que Samuel jouait aux échecs avec Kyle, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Non pas l'absence de problèmes, car nous faisions encore face à des défis importants, mais la présence d'une véritable connexion humaine bâtie sur la vérité et le respect mutuel. Emma s'est approchée de moi alors que nous faisions la vaisselle, sa voix calme et pleine d'émotion. « Finn, je ne sais pas comment te remercier de nous laisser rester dans la maison pendant que nous réglons les choses. Après tout ce qui s'est passé, ta gentillesse n'a pas de sens. » Elle a tout son sens, ai-je répondu. Patricia nous a tous blessés, mais nous n'avons pas à continuer de nous faire du mal les uns aux autres. Nous pouvons choisir d'être le genre de famille qu'elle n'a jamais été. Jessica a entendu notre conversation et a ajouté sa propre observation avec la franchise que les enfants apportent aux situations complexes. Oncle Finn, tu es comme le contraire de grand-mère Patricia. Elle faisait en sorte que les gens se sentent mal dans leur peau, mais toi, tu fais en sorte que les gens se sentent bien. Le contraste était frappant et éclairant. Patricia avait bâti son identité sur le contrôle, la manipulation et la conviction qu'elle était plus intelligente que tout le monde autour d'elle. Mais son intelligence avait été utilisée pour la destruction plutôt que pour la création, laissant une traînée de relations endommagées et de confiance brisée. Nous choisissions une voie différente, une voie qui exigeait de la vulnérabilité et de la foi en la bonté de l'autre. C'était plus difficile que la manipulation car cela nécessitait un véritable changement plutôt que de simplement trouver de nouvelles victimes, mais cela offrait la possibilité d'une connexion authentique que les méthodes de Patricia ne pourraient jamais atteindre. Alors que la soirée touchait à sa fin et que Jennifer se préparait à retourner à son hôtel, elle s'arrêta à la porte avec une question qui portait un poids bien au-delà de ces simples mots. « Finn, serais-tu intéressé par un dîner demain ? Juste nous deux, pour parler de tout ce qui s'est passé et voir si nous pourrions avoir une base pour quelque chose de nouveau. » L'invitation représentait l'espoir et le risque à parts égales. Trop de dommages avaient été causés pour une simple réconciliation, mais peut-être pouvions-nous construire quelque chose de mieux que ce que Patricia avait détruit,
quelque chose basé sur la vérité et le choix conscient plutôt que sur une confiance naïve. J'aimerais beaucoup, ai-je répondu, et je le pensais complètement. La bataille juridique avec Patricia se poursuivrait pendant des mois, mais la guérison émotionnelle avait déjà commencé. Nous apprenions que la justice ne consistait pas principalement en une punition, mais en la création d'un espace pour que la vérité et les relations authentiques s'épanouissent, là où les mensonges et la manipulation avaient autrefois tout empoisonné. Pour la première fois depuis que je dormais dans mon camion, je me sentais de nouveau chez moi. Non pas à cause d'un bâtiment ou d'une propriété, mais parce que j'étais entouré de gens qui choisissaient d'aimer honnêtement plutôt que de contrôler destructivement. 6 mois après l'arrestation de Patricia, son procès a finalement commencé au palais de justice du comté. Le retard avait été causé par la complexité des accusations et la décision du procureur de combiner plusieurs affaires impliquant les différentes victimes de Patricia. Ce qui avait commencé comme un litige immobilier avait évolué en une poursuite complète pour des crimes financiers s'étalant sur près d'une décennie. Benjamin Walsh m'avait préparé de manière approfondie pour mon témoignage, mais rien n'aurait pu me préparer à l'impact émotionnel de voir Patricia en tenue de prison orange, assise entre son avocate commise d'office dépassée et un avocat privé que sa sœur avait engagé à 3 États de là. M. Crawford, commença la procureure, Margaret Riley, veuillez raconter au jury l'histoire de la maison que votre grand-père vous a donnée et ce qui lui est arrivé. J'ai passé 45 minutes à détailler le cadeau, les tactiques de manipulation de Patricia, mes mois de sans-abrisme et la découverte de la fraude. Mais le moment le plus puissant est venu lorsque j'ai décrit ma gratitude pour l'expérience malgré sa douleur. Perdre tout m'a montré la différence entre être brisé et être ouvert par la brisure, ai-je témoigné. Les actions de Patricia ont détruit ce que je pensais être ma vie, mais elles ont aussi révélé qui se souciait véritablement de mon bien-être par rapport à ceux qui me voyaient comme un obstacle à leur plan. L'avocat de la défense, Michael Rodriguez, a tenté de dépeindre les actions de Patricia comme une loyauté familiale mal avisée plutôt qu'une intention criminelle. M. Crawford, n'est-il pas vrai que votre mère essayait simplement d'aider la famille de votre sœur pendant une période financière difficile? Monsieur, il y a une différence entre aider sa famille et voler sa famille, ai-je répondu. L'aide implique l'honnêteté, la communication et le respect de toutes les personnes concernées. Ce que Patricia a fait impliquait des mensonges, des documents falsifiés et le traitement de ma personne comme si mes besoins et mes droits n'avaient aucune importance. Le témoignage le plus accablant est venu de l'experte comptable judiciaire Linda Park, qui avait passé des mois à démêler les crimes financiers de Patricia. Sa présentation a révélé un schéma de vol et de fraude qui ciblait les clients âgés, les membres de la famille et toute personne qui faisait confiance à Patricia en lui donnant accès à leurs informations personnelles. Au cours des 8 dernières années, Madame Crawford a systématiquement volé environ 423 000 $ par le biais de diverses combines, a témoigné Park. Elle a utilisé sa position chez Sunset Insurance pour accéder aux informations des clients pour l'usurpation d'identité, a falsifié les signatures de membres de sa famille pour la fraude immobilière, et a même réclamé de fausses prestations d'assurance en utilisant l'identité de parents décédés. La salle d'audience était bondée des victimes de Patricia et de leurs familles, des couples âgés qui lui avaient fait confiance pour gérer leur sinistre d'assurance pour découvrir qu'elle avait volé leurs indemnités, des collègues qui avaient fourni des informations personnelles à des fins professionnelles, sans savoir qu'elle les utiliserait pour la fraude par carte de crédit, des amis de la famille dont elle avait volé l'identité de parents décédés pour des escroqueries élaborées à la sécurité sociale. Le témoignage d'Emma était particulièrement déchirant alors qu'elle décrivait la manipulation par Patricia de son désespoir pour obtenir un logement pour ses enfants. Elle m'a fait croire qu'accepter de l'aide était la même chose que voler, dit Emma en larmes. Elle m'a convaincu que Finn ne méritait pas de gentillesse parce que son mariage avait échoué et que les besoins de mes enfants justifiaient de prendre ce qui lui appartenait. Votre mère vous a-t-elle jamais explicitement dit que les documents de transfert de propriété étaient falsifiés, a demandé le procureur. Non. Elle m'a montré des papiers qui semblaient officiels et a dit que tout avait été géré correctement par des avocats. Quand j'ai demandé si Finn avait vraiment accepté de renoncer à la maison, elle m'a dit qu'il était trop égoïste pour se soucier de quelqu'un d'autre que lui-même. Le témoignage de Mark a révélé la destruction professionnelle que les combines de Patricia avaient causée au-delà de notre famille. J'avais 15 ans d'historique d'emploi impeccable, des recommandations de superviseur et une réputation d'intégrité dans le secteur de l'assurance-titre, a-t-il expliqué. Même si j'ai été trompé plutôt que complice, aucune entreprise ne veut embaucher quelqu'un dont l'accès sécurisé a été compromis pour une fraude, quelle que soit l'intention. Le témoignage le plus surprenant est venu de l'ancienne superviseure de Patricia chez Sunset Insurance, Janet Williams, qui a révélé que l'entreprise enquêtait sur Patricia depuis des mois avant que mon grand-père ne dépose sa plainte à la police.
Nous avions remarqué des divergences dans les paiements de sinistres et des schémas inhabituels d'accès aux comptes des clients, a témoigné Williams. Madame Crawford accédait aux dossiers de clients auxquels elle n'était pas affectée, souvent après les heures de bureau, lorsque les superviseurs n'étaient pas présents. Nous étions en train de monter un dossier pour son licenciement lorsque les forces de l'ordre nous ont contactés au sujet de la fraude immobilière. Lorsque Patricia a finalement témoigné pour sa propre défense, son témoignage a révélé la profondeur de son auto-illusion et de son sentiment de droit. Elle n'a montré aucun remords sincère pour ses actions, se présentant plutôt comme une victime de l'ingratitude familiale et de l'acharnement du procureur. J'ai passé toute ma vie d'adulte à me sacrifier pour mes enfants et mes petits-enfants, a-t-elle déclaré à la barre des témoins. Quand j'ai vu des opportunités d'aider la famille d'Emma et d'enseigner un peu de responsabilité à Finn, j'ai agi. Je refuse de m'excuser d'avoir mis ma famille en premier. Madame Crawford, a répondu le procureur, vous avez falsifié la signature de votre beau-père, volé la propriété de votre fils et utilisé votre position pour commettre une usurpation d'identité contre des clients âgés. En quoi est-ce que cela revient à mettre la famille en premier? Finn devait apprendre que la vie a des conséquences pour les mauvaises décisions. Son divorce a prouvé qu'il ne pouvait pas gérer la responsabilité, alors j'ai fait de meilleurs choix pour tout le monde. L'arrogance et le manque de responsabilité dans le témoignage de Patricia semblaient choquer même ses propres avocats. Elle avait passé des mois en prison, mais n'avait rien appris sur l'impact de ses actions sur la vie des autres. Le témoignage de Jennifer sur la destruction de notre mariage par des preuves fabriquées s'est avéré particulièrement préjudiciable aux affirmations de Patricia sur sa loyauté familiale. Madame Crawford n'a pas détruit leur mariage pour aider qui que ce soit, a déclaré Jennifer. Elle l'a détruit pour isoler son fils et le rendre plus vulnérable à son contrôle. Elle a utilisé mon amour pour Finn comme une arme contre nous deux. La plaidoirie finale de la défense a tenté de présenter Patricia comme une mère bien intentionnée dont les instincts protecteurs l'avaient égarée. Mesdames et messieurs les jurés, Patricia Crawford est coupable de mauvais jugement et de loyauté familiale mal avisée, pas de l'entreprise criminelle sophistiquée que l'accusation a décrite. Mais la plaidoirie finale du procureur s'est concentrée sur la nature systématique des crimes de Patricia et leur impact dévastateur sur de multiples familles. Cette accusée n'a pas commis d'erreur. Elle a fait des choix. Elle a choisi de falsifier des documents, de voler des identités et de manipuler des personnes vulnérables pour un gain financier. Elle a choisi de détruire des relations et de trahir la confiance pour un profit personnel. Le jury a délibéré moins de 3 heures avant de rendre des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation, fraude, falsification, usurpation d'identité, conspiration et abus de personnes âgées. La condamnation du juge Harrison Miller 2 semaines plus tard a reflété la gravité des crimes de Patricia et son absence totale de remords. Madame Crawford, vous n'avez montré aucune responsabilité pour vos actions et aucune préoccupation sincère pour vos victimes, a déclaré le juge Miller avant de prononcer la peine. Vous avez utilisé des positions de confiance pour victimiser des clients âgés, des membres de votre famille et toute personne vulnérable à votre manipulation. Le tribunal vous condamne à 12 ans de prison d'État, suivi de 5 ans de probation et d'une restitution complète à toutes les victimes. Alors que Patricia était emmenée menottée, elle se tourna vers la section de notre famille avec des yeux flamboyants d'une fureur impénitente. « Vous avez détruit notre famille pour de l'argent » a-t-elle crié. « J'espère que vous êtes satisfait. » La réponse de Samuel fut calme, mais résonna dans toute la salle d'audience. « Non, Patricia. Tu as détruit notre famille avec des mensonges. Nous la reconstruisons avec la vérité. » Les mois de procédure judiciaire avaient été émotionnellement épuisants, mais ils avaient aussi fourni quelque chose d'inattendu, une clarté sur la différence entre la justice et la vengeance. Je n'ai ressenti aucune joie de l'emprisonnement de Patricia, seulement le soulagement que sa capacité à nuire à d'autres personnes avait été retirée. À l'extérieur du palais de justice, Emma s'est approchée de moi avec des larmes et des mots qui s'accumulaient depuis des mois. « Finn, je veux que tu saches que je comprends la différence maintenant entre aider la famille et cautionner la famille. Ce que maman t'a fait était impardonnable, et je m'engage à passer le reste de ma vie à prouver que notre famille peut être meilleure que ses pires actions. Le processus de guérison prendrait des années, mais nous avions bâti une fondation d'honnêteté et de respect mutuel que la manipulation de Patricia n'avait jamais permise. Emma et Mark suivaient une thérapie pour traiter le traumatisme d'avoir été utilisés comme des pions dans des combines criminelles. Les enfants étaient en thérapie pour comprendre pourquoi leur grand-mère bien-aimée avait été emmenée et ce que ces actions signifiaient pour l'avenir de leur famille. Jennifer et moi sortions ensemble prudemment depuis 3 mois, reconstruisant la confiance et explorant si nous pouvions créer quelque chose de mieux que ce que Patricia avait détruit.
Notre relation était différente maintenant, bâtie sur un choix conscient plutôt que sur une supposition naïve, renforcée par la survie à la trahison plutôt qu'affaiblie par elle. Marc avait trouvé un emploi dans une plus petite société de titres dont le propriétaire appréciait son expérience plus que son histoire compliquée. Emma avait découvert un talent artistique inattendu pendant le processus de restauration de la maison, ce qui l'a amené à créer une petite entreprise de fabrication de meubles sur mesure avec les conseils de Samuel. La maison elle-même était devenue un symbole de transformation plutôt que de perte. Samuel avait décidé de nous la céder officiellement à Emma et à moi conjointement, créant une propriété partagée qui reflétait notre engagement mutuel à nous soutenir honnêtement plutôt qu'à nous concurrencer destructivement. Cette maison était destinée à guérir notre famille, a expliqué Samuel lors de la cérémonie de signature de l'acte. Patricia a essayé d'en faire une arme de division, mais vous deux en avez fait une fondation pour l'unité. Alors que nous quittions le palais de justice après la condamnation de Patricia, Jessica glissa sa main dans la mienne avec l'affection inconsciente que les enfants montrent aux adultes de confiance. Oncle Finn, es-tu triste que grand-mère Patricia doive aller en prison? La question exigeait une honnêteté sur des émotions complexes que les adultes ont souvent du mal à comprendre eux-mêmes. Je suis triste qu'elle ait choisi de blesser les gens au lieu de les aimer, ai-je répondu avec soin. Mais je ne suis pas triste qu'elle ne puisse plus blesser personne. Notre famille s'en sortira-t-elle sans elle? Jessica, notre famille va être mieux que bien. Nous allons être honnêtes, gentils et en sécurité, ce que nous ne pouvions pas être quand grand-mère Patricia mentait et volait. La petite fille hocha la tête avec l'acceptation que les enfants apportent aux vérités difficiles lorsqu'elles sont présentées avec amour et sécurité. Elle avait vécu la destruction de tout ce qu'elle pensait comprendre de sa famille, mais elle vivait aussi le processus de reconstruction avec des adultes qui priorisaient son bien-être plutôt que leur propre commodité. 6 mois plus tard, Jennifer et moi avons annoncé nos fiançailles au dîner de Thanksgiving dans la maison restaurée. L'entreprise de meubles d'Emma et Marc était florissante. La santé de Samuel s'était considérablement améliorée depuis la fin du stress de la manipulation de Patricia, et les enfants s'épanouissaient dans un environnement de stabilité et de vérité. La victoire juridique sur Patricia avait été importante, mais la victoire personnelle de choisir l'amour plutôt que le contrôle, l'honnêteté plutôt que la manipulation, et la guérison plutôt que la vengeance nous avait tous transformés en de meilleures versions de nous-mêmes que nous ne l'étions avant le début de la crise. La justice, nous l'avions appris, ne consistait pas principalement en une punition, mais en la création d'un espace pour que des relations authentiques se développent, là où des relations toxiques avaient autrefois tout empoisonné. 1 an après la condamnation de Patricia, la transformation de notre famille semblait tout simplement miraculeuse. La maison qui avait été volée, récupérée et finalement partagée, était devenue le centre de quelque chose qu'aucun de nous n'avait prévu, mais que nous chérissions tous, une véritable communauté bâtie sur le choix plutôt que sur l'obligation, l'honnêteté plutôt que sur la manipulation. L'entreprise de restauration de meubles d'Emma avait grandi au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé possible. Ce qui avait commencé comme une thérapie apprendre à poncer et à refaire la finition de pièces endommagées pendant la rénovation de la maison avait évolué en Second Chance Woodworking, une petite entreprise spécialisée dans la remise à neuf de meubles abandonnés. Les 60 ans de connaissances en menuiserie de Samuel, combinés à la vision artistique d'Emma, créaient des pièces que les décorateurs d'intérieur locaux se disputaient. Je n'ai jamais su que j'étais créative, m'a dit Emma alors que nous regardions sa dernière commande être chargée dans le camion d'un client. Maman disait toujours que j'étais trop pratique pour les bêtises artistiques, que je devais me concentrer sur la recherche d'un homme pour prendre soin de moi au lieu de perdre du temps avec des passe-temps. Le client payait $1 200 pour une table de salle à manger qu'Emma avait sauvée d'un vide-grenier pour $25. Sa confiance avait grandi en même temps que ses compétences, et la femme qui croyait autrefois ne méritait que la charité dirigeait maintenant une entreprise qui employait 2 assistants à temps partiel et avait une liste d'attente de clients enthousiastes. Le rétablissement de Marc de la dépendance au jeu et de la destruction de sa carrière avait été plus lent, mais tout aussi profond. La nouvelle société de titres l'avait promu au poste de responsable principal après avoir reconnu son attention exceptionnelle aux détails et sa connaissance de la prévention de la fraude. Son expérience en tant que victime de Patricia lui avait donné un aperçu unique des techniques de falsification de documents, le rendant inestimable pour former d'autres employés à reconnaître les documents suspects. Je comprends maintenant que Patricia m'a ciblé spécifiquement parce que ma dépendance me rendait vulnérable, a expliqué Marc lors d'une de nos conversations régulières du samedi matin. Elle savait que j'étais assez désespéré pour accepter des documents suspects sans poser les bonnes questions. Le rétablissement, ce n'est pas seulement ne pas jouer. C'est ne pas laisser le désespoir faire de moi une cible facile pour la manipulation.
Les enfants s'étaient adaptés à leur nouvelle réalité avec la résilience dont les enfants font preuve lorsque les adultes leur fournissent un amour et une honnêteté constants. Jessica, maintenant âgée de 10 ans, était devenue farouchement protectrice de la vérité familiale, interpellant tout adulte qui tentait d'édulcorer les réalités difficiles ou d'éviter les conversations inconfortables. « Oncle Finn, est-ce que toi et tante Jennifer allez vous marier et avoir des bébés ?» a-t-elle demandé pendant notre partie d'échecs hebdomadaire, sa franchise me prenant au dépourvu. « Nous sommes fiancés, donc oui pour le mariage. Pour les bébés, cela dépend de ce que Jennifer veut et si nous pouvons être de bons parents. Vous serez de bons parents parce que vous ne mentez pas aux enfants sur les choses importantes. » Grand-mère Patricia mentait sur tout, même quand la vérité aurait été plus facile. Kyle s'était jeté dans le baseball avec une intensité qui nous avait initialement inquiétés, jusqu'à ce que nous réalisions qu'il utilisait le sport comme un exutoire sain pour traiter le traumatisme familial. Son entraîneur a mentionné que Kyle était le joueur le plus réceptif qu'il ait vu en 20 ans d'athlétisme jeunesse, désireux d'apprendre de ses erreurs plutôt que d'être sur la défensive face à la critique. Le coach dit que je suis bon pour écouter les conseils et changer ce qui ne fonctionne pas, m'a fièrement dit Kyle après un match où il avait réussi à ajuster sa position de frappe en plein milieu. C'est parce qu'oncle Finn m'a appris que les gens intelligents changent d'avis quand ils reçoivent de nouvelles informations. Danny, maintenant âgé de 6 ans, était devenu l'ombre constante de Samuel, suivant son arrière-grand-père dans l'atelier avec l'attention concentrée que les enfants portent aux adultes bien-aimés. La patience de Samuel à enseigner les bases de la menuiserie à un enfant de maternelle avait été thérapeutique pour eux deux. Arrière-grand-père, pourquoi grand-mère Patricia se mettait-elle si en colère quand les gens lui disaient qu'elle avait tort, a demandé Danny lors d'un de leurs projets de l'après-midi. La réponse de Samuel reflétait une sagesse acquise par une expérience douloureuse. Certaines personnes pensent qu'admettre ses erreurs les rend faibles, Danny. Mais en réalité, admettre ses erreurs est la façon dont les gens forts deviennent plus forts. Ta grand-mère n'a jamais appris cette leçon. L'intégration de Jennifer dans notre famille reconstruite avait été progressive mais authentique. Sa relation avec Emma avait évolué d'excuses maladroites à une amitié sincère, liée par l'expérience partagée de la manipulation de Patricia. Elles avaient créé un club de lecture mensuel qui incluait plusieurs femmes du quartier, créant des liens sociaux qu'aucune des deux n'avait priorisés pendant leur précédente concentration sur la survie. J'avais oublié à quel point j'aimais avoir des amis, m'a dit Jennifer alors que nous préparions le dîner pour l'une de leurs réunions du club de lecture. Patricia m'avait convaincu qu'Emma était jalouse de mon éducation et de ma réussite professionnelle, que les relations familiales étaient naturellement compétitives plutôt que solidaires. Les conversations du club de lecture étaient devenues des séances thérapeutiques où les femmes partageaient leurs expériences de manipulation, de gaslighting et de rétablissement. Plusieurs membres avaient eu affaire à des mères contrôlantes, des partenaires abusifs ou des environnements de travail toxiques. Leurs discussions ont révélé des schémas de comportement qui ont aidé tout le monde à reconnaître les tactiques de manipulation avant d'en devenir victime. Patricia n'était pas exceptionnellement mauvaise, a observé Jennifer après une discussion particulièrement intense du club de lecture. Elle était un exemple extrême de comportement de contrôle que beaucoup de gens subissent à plus petite dose. Apprendre à identifier ces schémas nous aide à nous protéger de futures manipulations. Mon entreprise de construction avait bénéficié de manière inattendue de l'attention médiatique entourant le procès de Patricia. La couverture des nouvelles locales sur l'affaire de fraude familiale m'avait dépeint de manière sympathique, entraînant de nombreux appels de clients potentiels qui voulaient soutenir quelqu'un qui avait surmonté des circonstances difficiles par un travail honnête. Finn Crawford Restauration se spécialisait désormais dans l'aide aux familles pour la rénovation de propriétés ayant une signification émotionnelle, maison héritée, propriété de divorce, maison se remettant de dommages ou de négligence. La combinaison de compétences en construction et de compréhension du traumatisme avait créé un marché de niche que je n'aurais jamais soupçonné. Vous comprenez pourquoi ces projets comptent pour les gens, a expliqué ma cliente, Hélène Morrison, alors que nous finissions de restaurer la cuisine de la maison de sa défunte mère. Il ne s'agit pas seulement de nouveaux placards et de peintures. Il s'agit de guérir de vieilles blessures et de créer de nouveaux souvenirs. Le développement le plus surprenant avait été le regain d'énergie et de santé de Samuel. À 79 ans, il était plus actif et engagé qu'il ne l'avait été depuis des années. Libéré du stress constant du drame et de la manipulation de Patricia, ses parties d'échecs hebdomadaires avec Kyle, son temps quotidien à l'atelier avec Danny, et ses dîners fréquents avec notre famille choisie élargie lui avaient donné un but et de la joie. J'ai perdu trop d'années à essayer de gérer les émotions de Patricia et de réparer ses relations, m'a dit Samuel alors que nous travaillions ensemble sur une étagère sur mesure pour le bureau de Jennifer.
Je pensais que la loyauté familiale signifiait cautionner son mauvais comportement au lieu de la tenir responsable du changement. Le projet d'étagère avait une signification particulière car il représentait la décision de Jennifer de revenir s'installer définitivement à Pine Ridge. Son entreprise de marketing de Chicago lui avait permis de travailler à distance, et elle avait trouvé une satisfaction inattendue dans le rythme plus lent de la vie en petite ville. Je pensais avoir besoin de l'énergie et de la compétition de la grande ville, a-t-elle expliqué alors que nous mesurions sa collection de livres grandissante. Mais ce dont j'avais réellement besoin, c'était des relations authentiques et un travail qui a du sens. Chicago m'a donné une promotion de carrière. Pine Ridge me donne une vie épanouie. La planification de notre mariage avait été collaborative et intentionnelle, reflétant notre engagement à construire quelque chose d'authentique plutôt que de recréer ce que Patricia avait détruit. Nous avions choisi une petite cérémonie dans la maison restaurée, avec Samuel officiant, utilisant une autorité temporaire accordée par le greffier du comté. Cette maison a vu le pire et le meilleur de notre famille, avait dit Samuel lorsque nous lui avons demandé d'officier la cérémonie. C'est l'endroit parfait pour faire des promesses sur le choix de l'amour plutôt que le contrôle, l'honnêteté plutôt que la manipulation, la guérison plutôt que la vengeance. Emma avait proposé de s'occuper de la réception en utilisant les recettes de la défunte épouse de Samuel, créant des liens entre les générations que le chaos de Patricia avait obscurcis. Mark s'occupait de la logistique avec le souci du détail que son expérience en société de titre avait développé. Les enfants préparaient des performances spéciales, la lecture de poésie de Jessica, la démonstration de baseball de Kyle, et le spectacle de menuiserie de Danny. La liste des invités au mariage reflétait notre philosophie de famille choisie. L'absence de Patricia était notable, mais pas tragique. Sa sœur et son frère avaient décliné l'invitation, incapables de séparer le fait de nous soutenir de celui de la trahir. Mais les amis, voisins, collègues et la famille élargie qui nous avaient soutenus pendant la crise seraient présents pour célébrer notre engagement à construire quelque chose de beau à partir des ruines de ce que la manipulation avait détruit. L'annonce de la grossesse de Jennifer 3 semaines avant le mariage avait été la dernière pièce de guérison que nous ne savions pas que nous attendions. Après des années à croire que j'étais trop abîmé pour le bonheur familial, la perspective d'élever des enfants dans un environnement d'honnêteté et d'amour ressemblait à la victoire ultime sur l'héritage toxique de Patricia. Ce bébé grandira en sachant que la famille, ce sont des gens qui choisissent de vous aimer honnêtement, a dit Jennifer alors que nous partagions la nouvelle avec la famille de Samuel et d'Emma. Pas de manipulation, pas de jeu de contrôle, pas de mensonges déguisés en protection. La réponse de Jessica à la nouvelle de la grossesse a résumé la sagesse que les enfants développent lorsqu'ils survivent à un traumatisme familial avec un bon soutien adulte. Tante Jennifer, toi et oncle Finn, vous apprendrez au bébé comment être fort sans être méchant, ce que grand-mère Patricia n'a jamais appris. Alors que nous approchions du jour de notre mariage, j'ai réfléchi au chemin parcouru, de dormir dans mon camion à planifier un avenir avec quelqu'un qui me connaissait vraiment et me choisissait. Les crimes de Patricia avaient détruit ce que je pensais être ma vie. Mais ils avaient aussi révélé des possibilités de relations authentiques que sa manipulation avait rendues impossibles. La maison qu'elle avait volée était devenue la fondation d'une véritable communauté. Le mariage qu'elle avait détruit avait été reconstruit sur la vérité plutôt que sur des suppositions. Les relations familiales qu'elle avait empoisonnées avec la compétition et le contrôle avaient été remplacées par un soutien et un respect mutuel. La justice, nous l'avions appris, ne concernait pas seulement la punition pour les méfaits, mais aussi la création d'un espace pour que l'amour s'épanouisse, là où la toxicité avait autrefois empêché une connexion authentique. Patricia purgeait sa peine de 12 ans. Mais nous vivions nos vies comme des personnes libres qui avaient choisi la guérison plutôt que la haine, la vérité plutôt que la manipulation, l'amour plutôt que le contrôle. Le mariage serait une célébration non seulement de l'engagement de Jennifer et moi l'un envers l'autre, mais de l'engagement de toute notre famille à construire des relations basées sur le choix plutôt que sur l'obligation, l'honnêteté plutôt que sur la tromperie, la guérison plutôt que le mal. 3 jours avant la cérémonie, Emma m'a trouvé assis sur le porche où tout ce voyage avait commencé, me souvenant du matin où Samuel m'avait découvert dormant dans mon camion. Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si maman avait simplement été honnête sur le fait de vouloir aider notre famille, a demandé Emma, s'asseyant à côté de moi avec 2 tasses de café. Je pense qu'une aide honnête aurait été complètement différente, ai-je répondu. Elle nous aurait parlé à tous ensemble, aurait reconnu les besoins de chacun, aurait trouvé des solutions qui ne nécessitaient pas de mensonges ou de vol. Mais cela aurait signifié abandonner le contrôle, et le contrôle était plus important pour elle que le bonheur réel de quiconque. Emma hocha la tête d'un air pensif. Je suis reconnaissante de la façon dont tout s'est arrangé. Mais je pleure encore la mère que je pensais avoir.
Il est difficile d'accepter que quelqu'un que vous aimiez n'a jamais été la personne que vous croyez. L'amour était réel, même si la personne n'était pas celle que nous pensions, ai-je proposé. Nous pouvons regretter la relation que nous pensions avoir tout en nous protégeant de la réalité de qui elle était vraiment. Alors que le soleil se couchait derrière les arbres que Samuel avait plantés il y a 40 ans, j'ai ressenti une profonde gratitude pour le voyage qui nous avait amenés à ce point. Dormir dans mon camion avait été nécessaire pour me réveiller à la manipulation de Patricia. Le vol de ma maison avait été nécessaire pour révéler la profondeur de sa tromperie. La destruction de mon mariage avait été nécessaire pour comprendre la différence entre l'amour et le contrôle. Tout ce qui était douloureux avait été transformé en quelque chose de significatif par notre choix de répondre avec la guérison plutôt que la haine, la vérité plutôt que les représailles, l'amour plutôt que la manipulation qui avait causé tant de dommages. Dans 3 jours, Jennifer et moi promettrions de bâtir notre mariage sur les fondations de l'honnêteté et du respect mutuel que la survie au crime de Patricia nous avait appris à valoriser par-dessus tout. La maison qui avait été volée et récupérée accueillerait une célébration de l'amour qui transcendait les liens du sang et les obligations légales, créant des liens familiaux choisis plus forts que tout ce que la manipulation pourrait détruire. 2 ans après ce matin où Samuel m'a trouvé dormant dans mon camion, le jour de notre mariage s'est levé avec le genre de temps d'automne parfait qui ressemble à une bénédiction. La maison était prête pour la célébration, sa restauration terminée, non seulement physiquement, mais spirituellement transformée d'un symbole de vol en une fondation pour l'amour familial choisi. Jennifer était radieuse dans la simple robe blanche qu'elle avait choisie, sa grossesse commençant à peine à se montrer comme une douce courbe qui parlait de nouvelles vies naissant des cendres de l'ancienne douleur. Alors que Samuel se préparait à officier notre cérémonie, je me suis senti submergé par le voyage qui nous avait amenés à ce moment de pure joie. Finn et Jennifer, commença Samuel, sa voix forte malgré ses 80 ans. Vous avez voyagé à travers les ténèbres pour atteindre cette lumière. Votre amour a été testé par la manipulation, trahi par des mensonges, et presque détruit par des forces indépendantes de votre volonté. Mais vous avez choisi de reconstruire sur la vérité plutôt que sur des suppositions, le pardon plutôt que l'amertume, l'espoir plutôt que la peur. Le petit rassemblement comprenait toutes les personnes qui comptaient. La famille d'Emma, les parents de Jennifer qui étaient venus de Californie, les voisins qui nous avaient soutenus pendant la crise, les collègues qui étaient devenus des amis, et plusieurs membres du club de lecture de Jennifer qui étaient devenus des sœurs de cœur dans la guérison. Le service traiteur d'Emma était impeccable, mais plus important encore, il représentait sa transformation de victime à entrepreneur, de quelqu'un qui croyait ne mériter que la charité à une femme bâtissant son propre succès par le talent et la détermination. La gestion logistique de Marc reflétait sa croissance de joueur désespéré à père de famille responsable qui comprenait la valeur du travail honnête et des relations authentiques. Les performances des enfants étaient la perfection. La lecture de poésie de Jessica sur les familles qui choisissent l'amour au lieu des mensonges a fait pleurer tous les adultes présents. Kyle a démontré les techniques de frappe qu'il avait apprises par une pratique patiente et des commentaires honnêtes d'entraîneurs qui se souciaient de sa croissance plutôt que de leurs propres égos. Danny a présenté une petite boîte à bijoux en bois qu'il avait fabriquée avec les conseils de Samuel, expliquant chaque étape du processus avec la précision d'un enfant de 6 ans. Le moment le plus inattendu est survenu pendant la réception lorsque le facteur est arrivé avec une lettre en livraison spéciale adressée à Samuel. L'adresse de retour indiquait le centre correctionnel de l'État où Patricia purgeait sa peine. Devrais-je la lire maintenant ou attendre après la célébration, a demandé Samuel, tenant l'enveloppe avec des mains qui tremblaient légèrement. Lis-la maintenant, a encouragé doucement Jennifer. Quoi qu'elle dise, nous sommes tous là ensemble pour y faire face. Samuel a ouvert la lettre avec soin et l'a lue en silence pendant plusieurs minutes, son expression passant par la surprise, la tristesse, et finalement quelque chose approchant la paix. Elle a écrit des excuses, a-t-il annoncé à notre assemblée. Des vrais, pas du genre manipulateur qu'elle offrait quand elle se faisait prendre à faire quelque chose de mal. Il s'est éclairci la gorge et a commencé à lire les mots de Patricia à haute voix. Alors, papa, je sais que je n'ai aucun droit de te contacter le jour du mariage de Finn, mais je devais te faire savoir que la prison m'a donné le temps de comprendre ce que j'ai vraiment fait à notre famille. J'ai détruit la confiance, volé des gens que je prétendais aimer, et utilisé le désespoir et la gentillesse de chacun contre eux. Je me disais que j'aidais, mais en réalité, je ne faisais que contrôler tout le monde parce que je ne pouvais pas contrôler mes propres peurs et échecs. Je n'attends pas de pardon et je ne mérite pas de contact avec les petits-enfants dont j'ai endommagé la vie par mon égoïsme. Mais je veux que tu saches que je comprends maintenant pourquoi tu as choisi la justice plutôt que de cautionner mon comportement.
Tu as essayé pendant des années de m'aider à changer et j'ai répondu en devenant plus manipulatrice et destructive. S'il te plaît, dis à Finn que sa mère est fière de l'homme qu'il est devenu malgré m'avoir eu comme exemple de comment ne pas aimer les gens. Dis à Emma que sa force à choisir la vérité plutôt que la loyauté envers moi montre le genre de mère qu'elle était, le genre de femme que je n'ai jamais appris à être. Dis à Jennifer que je suis désolé d'avoir volé des années de bonheur à eux deux avec mes mensonges et que j'espère que leur nouveau mariage sera tout ce que leur premier aurait pu être sans mon ingérence. Je ne demande pas de visite, de lettres ou d'inclusion dans vos vies. Je demande la chance de passer mes dernières années à devenir le genre de personne qui aurait mérité votre amour au lieu de l'exiger par la manipulation et la culpabilité. Je vous aime tous plus que je n'ai jamais su le montrer, et je suis désolé qu'il ait fallu que je perde tout pour apprendre ce que l'amour signifie vraiment. Patricia. Le silence qui a suivi était profond et compliqué. La lettre de Patricia montrait une véritable prise de conscience, peut-être pour la première fois de sa vie d'adulte. Mais elle soulevait aussi des questions sur le pardon, les secondes chances, et la différence entre comprendre la douleur de quelqu'un et lui faire confiance avec votre vulnérabilité. Elle a l'air différente, a dit Emma doucement. Moins sur la défensive, plus honnête sur ce qu'elle a réellement fait et pourquoi c'était mal. La prison a une façon de forcer les gens à faire face à la réalité quand ils ne peuvent plus manipuler leur environnement, a répondu Samuel. Reste à voir si ce changement est permanent ou juste une autre stratégie. Jennifer m'a pris la main alors que nous traitions ensemble les mots de Patricia. Je suis contente qu'elle prenne ses responsabilités, mais je suis aussi contente qu'elle comprenne que la responsabilité ne restaure pas automatiquement la relation. Certains dommages sont trop profonds pour qu'une simple excuse puisse les guérir. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions en lisant la première communication honnête de ma mère depuis des années. Soulagé qu'elle comprenne enfin l'impact de ses actions. Triste pour toutes les années gaspillées en manipulation au lieu d'amour, hélas à l'idée de savoir si cette prise de conscience durerait au-delà de ses circonstances actuelles. J'apprécie qu'elle prenne ses responsabilités, ai-je finalement dit. Mais je ne suis pas prêt pour un contact, et je ne le serai peut-être jamais. Comprendre pourquoi quelqu'un vous a blessé ne vous oblige pas à l'accueillir de nouveau dans votre vie. Samuel a hoché la tête avec la sagesse de quelqu'un qui avait passé des années à essayer de réparer une fille qui ne voulait pas changer. Le pardon et la réconciliation sont des choses différentes, Finn. Nous pouvons lui pardonner l'impact qu'elle a eu sur nos vies sans l'inviter de nouveau dans notre avenir. La conversation sur la lettre de Patricia a naturellement évolué vers une discussion sur les leçons de vie que toute notre épreuve nous avait enseignées. Emma a parlé d'apprendre la différence entre aider et cautionner, entre loyauté et complicité, entre soutenir sa famille et se sacrifier pour leurs mauvais choix. Marc a partagé ses réflexions sur la vulnérabilité et la dépendance, sur la façon dont le désespoir rend les gens des cibles faciles pour la manipulation, sur l'importance d'une responsabilité honnête dans le rétablissement de tout type de comportement destructeur. Samuel a réfléchi à la différence entre aimer quelqu'un et cautionner ses schémas nuisibles, entre la loyauté familiale et la toxicité familiale, entre essayer de contrôler les choix des autres et soutenir leur croissance. Jennifer et moi avons parlé de la reconstruction de la confiance après la trahison, de la différence entre l'amour et le contrôle, du choix de relations basées sur qui les gens sont réellement plutôt que sur ce que nous espérons qu'ils pourraient devenir. Alors que la célébration de la soirée se poursuivait, je me suis trouvé émerveillé par la transformation de toutes les personnes présentes. Emma était passée de victime désespérée à entrepreneur confiante. Marc avait évolué de joueur dépendant à soutien de famille responsable. Samuel était passé de facilitateur à poseur de limites saines. Jennifer était passée de victime de manipulation à partenaire éclairé. Les enfants étaient passés de survivants de traumatisme à de jeunes gens résilients avec des fondations solides pour des relations saines. Et je m'étais transformé d'homme sans abri et brisé dormant dans son camion à quelqu'un capable de construire des relations authentiques basées sur le respect mutuel et une communication honnête. La maison elle-même représentait cette transformation. Ce qui avait commencé comme un symbole de vol et de trahison familiale était devenu la fondation de l'amour familial choisi. Les pièces qui avaient abrité la tromperie abritaient maintenant la vérité. La cuisine où des mensonges avaient été planifiés servait maintenant des repas préparés avec un soin sincère. Le porche où Patricia avait révélé ses crimes accueillait maintenant des célébrations de guérison et de croissance. Alors que nos invités de mariage se préparaient à partir, Jessica s'est approchée de Jennifer et moi avec l'expression sérieuse qu'elle portait lorsqu'elle livrait des observations importantes. Tante Jennifer, oncle Finn, je suis contente que vous ayez attendu après toutes les mauvaises choses pour vous remarier. Maintenant, vous savez comment vous choisir pour de vrai au lieu de juste espérer que tout ira bien.
Son commentaire résumait quelque chose de profond sur les secondes chances et la différence entre l'espoir naïf et le choix éclairé. Jennifer et moi ne recréions pas notre premier mariage. Nous construisions quelque chose de entièrement nouveau basé sur ce que nous étions devenus en survivant à la trahison et en choisissant la guérison. Tu as raison, Jessica, a répondu Jennifer. Parfois, il faut perdre quelque chose pour comprendre ce que ça vaut vraiment et comment le protéger correctement. Alors que les derniers invités partaient et que nous commencions à nettoyer après la célébration, j'ai réfléchi à la transformation complète de ma situation. Il y a 2 ans, j'étais sans abri, fauché et convaincu d'être un échec dans les relations et la loyauté familiale. Ce soir, j'étais marié à quelqu'un qui me connaissait vraiment et me choisissait, entouré de relations familiales bâties sur l'honnêteté et le soutien mutuel, vivant dans une maison qui représentait la victoire sur la manipulation et le contrôle. Le bébé que Jennifer et moi attendions grandirait dans un environnement qu'aucun de nous n'avait connu enfant, une honnêteté complète sur les réalités difficiles, un amour inconditionnel sans manipulation, un soutien sans complaisance, des limites sans rejet. Les crimes de Patricia nous avaient par inadvertance donné l'opportunité de briser des schémas générationnels de dysfonctionnement et de créer quelque chose de plus sain pour les générations futures. Finn, a dit Samuel alors que nous finissions de ranger les chaises et les tables. Je veux que tu saches que te voir choisir la guérison plutôt que la haine, la justice plutôt que la vengeance, l'amour plutôt que le contrôle, a été la plus grande fierté de ma vie. Tu as pris la pire chose qui soit jamais arrivée à notre famille et tu l'as utilisée pour créer la meilleure chose qui soit jamais arrivée à notre famille. Ces mots portaient le poids de la reconnaissance de quelqu'un dont j'avais toujours convoité le respect sans jamais savoir comment le mériter. J'avais passé des années à essayer de plaire à Patricia par la conformité et l'accommodement, sans jamais comprendre que son approbation était conditionnelle à ma volonté d'être contrôlé. L'approbation de Samuel venait du fait d'avoir été témoin de mon caractère en crise, de mes choix sous pression, de mon engagement à construire quelque chose de mieux que ce que la manipulation avait détruit. Alors que Jennifer et moi nous préparions à nous coucher dans la maison où notre voyage vers l'amour authentique avait commencé, j'ai ressenti une profonde gratitude pour chaque étape douloureuse qui nous avait amenés à ce moment de pur bonheur. Penses-tu que nous y serions arrivés si Patricia ne nous avait pas forcés à faire face à la vérité sur la manipulation et le contrôle, a demandé Jennifer alors que nous nous installions dans notre avenir commun. Je pense que nous serions restés ensemble mais que nous n'aurions jamais été aussi heureux que nous le sommes maintenant, ai-je répondu honnêtement. Ces mensonges nous ont forcés à apprendre la différence entre l'amour et la manipulation, entre se soutenir mutuellement et se contrôler mutuellement. Nous construisons quelque chose de plus fort que ce qui existait avant parce que nous comprenons ce que le véritable amour exige réellement. 3 mois plus tard, Jennifer a donné naissance à notre fille Sarah Elizabeth, nommée en l'honneur de Samuel et des nouveaux départs. En tenant ma fille pour la première fois, j'ai fait des promesses silencieuses sur le genre de père que je deviendrais, honnête sur les réalités difficiles, aimant inconditionnellement sans être manipulateur, soutenant sans être contrôlant. Sarah grandirait en sachant que la famille, ce sont des gens qui choisissent d'aimer honnêtement. Que la confiance se gagne par un caractère constant plutôt qu'elle ne s'exige par la culpabilité ou l'obligation. Que la vraie force vient d'admettre ses erreurs et d'en tirer des leçons plutôt que de défendre de mauvais choix par la manipulation. Patricia est restée en prison avec encore 7 ans de peine à purger. Que sa nouvelle prise de conscience dure ou non restait incertain, mais la guérison de notre famille ne dépendait pas de sa transformation. Nous avions appris à construire des relations basées sur qui les gens étaient réellement plutôt que sur ce que nous espérions qu'ils pourraient devenir. La maison continuait de servir de symbole d'amour familial choisi. L'entreprise de meubles d'Emma s'était étendue pour inclure des pièces sur mesure pour d'autres familles se reconstruisant après un traumatisme. L'expertise de marque en matière de prévention de la fraude avait conduit à des opportunités de consultation qui aidaient à protéger d'autres familles de la manipulation financière. L'atelier de Samuel était devenu un lieu de rassemblement où les enfants apprenaient que les adultes pouvaient être crus lorsqu'ils disaient la vérité et tenaient leurs promesses. La justice, nous l'avions appris, ne consistait pas principalement en une punition, mais en la création d'un espace pour que l'amour authentique s'épanouisse, là où la manipulation avait autrefois tout empoisonné. Les crimes de Patricia nous avaient par inadvertance offert le plus grand cadeau possible, l'opportunité d'apprendre à quoi ressemblent les relations familiales lorsqu'elles sont bâties sur le choix plutôt que sur l'obligation, l'honnêteté plutôt que le contrôle, l'amour plutôt que la manipulation. Alors que je berçais ma fille pour l'endormir dans la maison où j'avais autrefois été sans abri, j'ai réfléchi à la transformation complète qui a commencé par dormir dans mon camion et s'est terminée par la construction d'une famille basée sur la vérité, le respect et un soin sincère les uns pour les autres. Parfois, perdre tout est le seul moyen de découvrir ce qui compte vraiment. Parfois,
La trahison est nécessaire pour comprendre la différence entre l'amour et le contrôle. Parfois, la justice est moins une question de punition que de protection, moins une question de vengeance que de création d'un espace pour la guérison. La peine de 12 ans de Patricia prendrait fin un jour, mais la famille que nous avions construite sur les ruines de sa manipulation durerait des générations. Nous avions choisi l'amour plutôt que le contrôle, la vérité plutôt que les mensonges, la guérison plutôt que la haine, et ce choix avait fait toute la différence. Je veux vous demander quelque chose d'important. Avez-vous déjà subi la manipulation de la part de quelqu'un en qui vous aviez confiance? Et comment avez-vous trouvé la force de choisir la guérison plutôt que la vengeance?